Bonjour à toutes et à tous. Au travail, où s'arrête notre liberté et où commencent les règles de l'entreprise? C'est un vrai numéro d'équilibriste, une question que franchement tout le monde se pose. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les règles du jeu. Allez, on commence direct avec une question qui fâche. Un petit post un peu critique sur sa boîte, sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais été tenté. Mais est-ce qu'on a le droit ou est-ce que c'est une faute qui peut nous coûter notre poste? On va voir que la réponse, elle est beaucoup plus nuancée qu'on ne le pense. Pour bien piger le truc, il faut imaginer le droit du travail comme une balance en fait. D'un côté du plateau, il y a le salarié, avec ses droits, et de l'autre, l'entreprise, avec ses besoins. Et la loi, son rôle, c'est de s'assurer que cette balance reste toujours à l'équilibre. Et voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a nos libertés fondamentales, le droit de s'exprimer, d'avoir une vie privée, et de l'autre, les impératifs de l'entreprise. Elle doit fonctionner, protéger sa réputation, garantir la sécurité. Deux logiques qui doivent cohabiter. Mais alors, comment on fait? Ok, premier round, la liberté d'expression. Le pouvoir de notre voix face à l'image de l'entreprise. C'est souvent là que les premières étincelles apparaissent. Ce droit, c'est un des piliers de notre société. Et ça ne date pas d'hier, 1789. En théorie, ça veut dire qu'un salarié a le droit d'avoir et d'exprimer ses opinions. Mais, en pratique, il y a un gros mais même. Et c'est là que ça devient crucial. Cette liberté, elle n'est pas absolue. Elle s'arrête là où l'abus commence. Insulter son boss, diffamer sa boîte, la dénigrer publiquement, ça, ce n'est plus de la liberté d'expression. C'est une faute. La loi ne protège pas la volonté de nuire. C'est aussi simple que ça. La principale limite à cette liberté, elle porte un nom. L'obligation de loyauté. Ce n'est pas forcément écrit en toutes lettres dans le contrat, mais c'est une règle du jeu implicite. Quand on signe, on s'engage à ne pas agir contre les intérêts de son employeur. Et cette loyauté, concrètement, elle repose sur quoi? Sur 3 piliers. D'abord, la fidélité. On doit être honnête. Ensuite, la confidentialité. Ce qui se passe dans la boîte reste dans la boîte. Et enfin, la non-concurrence. Pas question de travailler pour l'adversaire en même temps. Logique. On passe à un autre sujet, qui est tout aussi sensible. Notre vie privée. Comment est-ce qu'on la protège face aux besoins de contrôle et de sécurité de l'entreprise? Alors pour tout ce qui est ordinateur, la règle de base est assez simple. Tout ce qui est sur un outil professionnel est présumé professionnel. Donc l'employeur peut y avoir accès. L'unique exception, si on nomme un dossier ou un fichier très clairement personnel. Ce simple mot, c'est comme une barrière légale. Et puis, il y a le sujet des caméras. On en voit un peu partout. D'accord, c'est pour la sécurité. Mais est-ce qu'elles ont le droit de tout filmer, tout le temps? Jusqu'où la surveillance peut-elle vraiment aller? Non, on ne peut pas installer des caméras comme ça n'importe comment. C'est très encadré. Il y a 3 conditions obligatoires. 1. Il faut informer les salariés. Personne ne doit être filmé à son insu. 2. Il faut consulter les représentants du personnel. Et 3. Le plus important, le but doit être légitime. La sécurité, oui. Surveiller en permanence les employés pour voir s'ils travaillent, absolument pas. Et si un employeur ne respecte pas ces règles, eh bien la loi ne rigole pas du tout avec ça. Les sanctions peuvent être très lourdes. Un manager qui dépasserait les bornes, par exemple, risque personnellement jusqu'à 45 000 € d'amende. Et même de la prison. Et ce n'est pas fini. Pour l'entreprise en tant que telle, la sanction est multipliée par 5. L'amende peut monter jusqu'à 225 000 €. Le message est clair. La vie privée au travail, ce n'est pas une option. C'est un droit fondamental. Bon, face à tous ces cas de figure, comment la justice arrive-t-elle à trancher? En fait, elle utilise une sorte de boussole. 2 principes fondamentaux, 2 règles d'or, qui permettent de trouver le bon équilibre dans presque toutes les situations. Voilà, c'est la question à 1 million. Comment un juge va décider si une clause dans un contrat ou une nouvelle règle est juste ou abusive? Qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Voici la première règle d'or, la justification. C'est simple, il faut se demander, est-ce que cette restriction est vraiment nécessaire pour accomplir une tâche? Par exemple, imposer un dress code pour un commercial en contact avec la clientèle, c'est justifié. Le faire pour quelqu'un qui travaille seul dans un bureau, ça l'est beaucoup moins. La règle doit être directement liée au travail. Et la deuxième règle d'or, c'est la proportionnalité. Ça, c'est la règle du bon sens. La solution doit être à la hauteur du problème. Ni plus, ni moins. Si on veut empêcher les salariés de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, on peut limiter l'accès, mais on ne va pas couper Internet dans toute l'entreprise. La réponse ne doit jamais être disproportionnée par rapport au but recherché. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour naviguer au mieux dans ce grand équilibre? On récapitule les points essentiels. En résumé, tout est une question de curseur. La liberté d'expression, elle s'arrête là où commence le manque de loyauté. Notre vie privée, elle est protégée, mais pas de façon absolue sur le lieu de travail. Et pour toute restriction, quelle qu'elle soit, la justice utilise toujours la même double question. Est-ce que c'est justifié et est-ce que c'est proportionné?
C'est vraiment la grille de lecture à avoir. La prochaine fois qu'une nouvelle règle semble un peu trop stricte, le réflexe à avoir, c'est de se poser cette double question. Est-ce que c'est justifié par la nature du travail? Et est-ce que la mesure est proportionnée au but? C'est avec cette boussole en tête qu'on peut comprendre l'équilibre, souvent délicat, des libertés au travail.